milliards de francs CFA. Les détails avec vous, Fama John. C'est le premier acte d'un changement de cap face aux trop nombreuses manipulations et allégations farfelues dont l'ancien président s'estime être la cible. Selon Jeune Afrique, qui cite un des avocats de Macky Sall, a donc décidé de porter plainte contre X après la diffusion la semaine dernière et sur les réseaux sociaux de documents présentés comme des relevés bancaires, lui attribuant un compte bancaire basé à Singapour. Le 16 décembre exactement, les réseaux sociaux sénégalais se sont enflammés au sujet d'un supposé relevé bancaire au nom de Macky Sall. Le document relayé par plusieurs comptes sur X et Facebook était présenté comme émanant de la HSBC Bank à Singapour. Selon Maître Antoine Veil, conseil de Macky Sall, la plainte que l'ancien chef de l'État dépose ce lundi 23 décembre devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar n'est qu'un premier pas. Dans Jeune Afrique, l'avocat annonce une offensive judiciaire qui sera plus vaste. La plainte contre X porte sur des chefs de faux, usage de faux, diffamation publique envers un particulier et diffusion de fausses informations. Le 27 octobre 2024, jour d'ouverture de la campagne électorale, Ousmane Sonko a déclaré devant ses militants avoir découvert un compte bancaire de 1000 milliards de francs CFA sans plus de précision sur l'identité du titulaire. Autre affaire à la une de la presse de ce matin, nous revenons sur la plainte contre l'ex-patron de la gendarmerie nationale. Le journal L'Observateur qui donne l'info précise que le commandant Ibrahima Dramé, ancien chef de l'escadron de la garde présidentielle, a visé son ex-patron dans une affaire dont les tenants et les aboutissants nous sont exposés dans ce dossier ficelé ou cette enquête ficelée par Mohamed Ali Mouba. Selon des sources bien en fait du dossier, l'officier auteur de la plainte contre le général Fall, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, a eu maille à partir lui-même avec la justice, poursuivi au civil par des individus qui l'accusaient d'escroquerie portant sur une somme de 800 millions de francs CFA. Ibrahima Dramé, ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle, aurait fait de fausses promesses de visa à des tiers qui se sont finalement retournés contre lui. Placé sous mandat de dépôt, il a ensuite été libéré et attend son jugement. Nos sources indiquent que l'officier en réalité profite du changement de régime pour tenter de se victimiser, de se rapprocher des nouvelles autorités. En tout cas, l'ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle relate dans l'Obs d'aujourd'hui avoir partagé pendant plus de 2 mois de tôle la même cellule que Bassirou Diomaye Faye, actuel président de la République du Sénégal. En tout état de cause, commandant Ibrahima Dramé porte plainte contre le général Moussa Fall pour sévices corporels. Dans sa plainte, il parle de harcèlement, de kidnapping et d'actes de torture. Justice toujours, nous allons à Tambacounda où les chambres criminelles se sont ouvertes vendredi. Diary Barry, âgé de 29 ans, marié et mère de 5 enfants, a été condamné par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda à 5 ans de prison ferme pour infanticide. Les faits en cause remontent au 29 juillet 2023, lorsque la gendarmerie de Makakoulibantan a été informée de la découverte du corps sans vie d'un nouveau-né dans le puits du village de Danenyako. Papoussé Diallo pour les détails. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a lourdement sanctionné la nommée Diary Barry, âgée de 29 ans, mariée et mère de 5 enfants pour le crime d'infanticide. Elle a été condamnée à la réclusion criminelle de 5 ans ferme, une peine qui entraînera la dégradation civique de l'accusé et qu'elle sera en état d'interdiction légale. Pour l'histoire, le 29 juillet 2023, Diary Barry avait été arrêté par la gendarmerie de Makakoulibantan dans le département de Tambacounda après la découverte du corps sans vie d'un nouveau-né de sexe féminin dans le puits de son village de Danenyako. Confondue, elle avouera à la barre avoir voulu se débarrasser de son bébé pour ainsi sauver son honneur et son mariage en l'absence de son mari parti en Libye, d'autant plus que son amant aurait refusé la paternité du bébé. Toutefois, la chambre criminelle n'a pas été sensible à ces aveux malgré les tentatives de l'avocat de la défense d'obtenir la clémence pour qu'elle soit condamnée à une peine de prison moins sévère. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à ce grave incendie à l'hypermarché exclusive de Yoff. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place
Pour le moment, l'origine du sinistre reste inconnue et les dégâts sont énormes. Selon les témoins, l'incendie s'est déclaré depuis la nuit dernière et les soldats du feu sont arrivés très vite sur les lieux. Seulement, les flammes étaient très puissantes. Salimata Aour. De loin, la fumée de l'incendie est perceptible dans le ciel. Sur place, les dizaines de citernes et de fourgons à eau témoignent de la violence des flammes. L'incendie, c'est depuis hier soir à 23h, nous dit cette dame. Elle habite la maison d'à côté. À 23h, on a signalé qu'il y a une flamme. Après, nous avons regardé, après, à côté d'une heure et demie, après, c'est le sapeur de réunion. Depuis lors, on a pas de perte en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. Les riverains sont sous le choc. Derrière ce grand immeuble, les employés sont en petits groupes. Le regard hagard, ils craignent déjà pour leur avenir. Notre lieu de travail a pris feu. Bon, c'est très déplorable. Bon, nous sommes vraiment, on est dans la vraie déception non seulement et puis voilà. Et notre analyse, c'est comment on va travailler, on va payer la location, des trucs comme ça là. On est dans la déception. Donc nous on pense à tout ça. Il y a nos familles qui nous attendent. Sur place, le sous-préfet des Almadies n'a voulu accorder aucune interview. Les soldats du feu, eux, attendent la fin de l'opération pour faire le point. L'expert en réduction de risques et gestion des catastrophes, Amadou Kanar Diop, déplore la série d'incendies notés dans des établissements recevant du public. Il appelle à des stratégies de prévention pour parer à de tels sinistres. Écoutons Amadou Kanar Diop au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. La recrudescence des incendies en train d'être constatée chaque année à partir du mois de novembre-décembre. Ce qui s'est passé au marché exclusif, on ne connaît pas encore la cause, mais toujours est-il que dans ces établissements recevant du public, il y a des moyens de secours, de prévention et d'intervention qu'il faut mettre en place. Il faut impérativement une détection, une centrale de détection incendie avec des détecteurs pour pouvoir alarmer le personnel à temps. Il faut aussi des moyens de secours d'intervention, des extincteurs et consorts. Il faut aussi un personnel dédié à cela. Malheureusement, dans ces établissements recevant du public, surtout des supermarchés, les gens privilégie beaucoup plus la sûreté que la sécurité. Alors, ils mettent des vigiles. Les vigiles, c'est pour la sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est contre les menaces, contre ce qui vient de l'extérieur. Alors que la sécurité, c'est contre les risques, c'est ce qui vient à l'intérieur. Et c'est souvent c'est à ce niveau qu'il y a des failles. Mais si il y a une détection et une extinction automatique, une alarme à temps, ce désastre ne sera pas constaté. Actuellement, comme je dis, ça a évolué. Les moyens ont évolué. Il faut que les propriétaires, les tenants de ces établissements publics suivent la technologie et s'équipent en fonction de cela. Généralement, parce que l'incendie s'est déroulé à partir de 2 heures du matin. Généralement, ils mettent 1 ou 2 vigiles. Mais s'il y avait, par exemple, des poules d'extinction à déclenchement automatique au niveau des coffrets électriques et dans ces endroits, mais la détection se fera automatiquement et l'extinction sera automatique. Allons maintenant à Kermassar, au quartier Madinatoul Mounawara Est, où les eaux issues des inondations pluviales passées continuent de stagner. Des maisons et ruelles sont occupées par des eaux qui dégagent une odeur pestilentielle. Les habitants désemparés déplorent cette situation et réclament un réseau d'assainissement de la part des autorités étatiques et locales. Des eaux de plus stagnantes sur les rues qui dégagent une mauvaise odeur et des tifas, c'est le décor qui se manifeste à première vue au quartier Medinatoul Mounawara Est de Kermassar Sud. Une situation qui inquiète les habitants. Ils se sont exprimés pour alerter Abdou Semben, membre de l'association pour le développement de Medinatoul Mounawara Est. Depuis que le quartier existe, nous vivons dans des difficultés énormes. Nous sommes en saison des sèches, donc partout il y a des eaux stagnantes dans notre quartier. Et cela peut amener donc beaucoup de problèmes au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la circulation donc de nos enfants. Et là aussi c'est un très grand danger. Il y a des piles parce que les eaux sont stagnantes partout. Ces habitants de Medinatoul Mounawara Est de Kermassar Sud souhaitent aussi bénéficier des ouvrages d'assainissement du projet de Marinda, vice-présidente de l'association. Dans les prévisions
prévisions. Il est prévu qu'on accompagne ce quartier aussi pour qu'on puisse bénéficier de ce projet. Mais on note toujours ces lenteurs administratives et nous lançons une alerte à l'endroit des autorités pour qu'on puisse accélérer ce projet et nous aider un peu à sortir de ce problème. Mais dans l'urgence, ces sinistrés comptent organiser une collecte de fonds. L'objectif est d'avoir les moyens pour évacuer les eaux de pluie stagnantes. Donc on a décidé d'aller vers des cotisations mensuelles, de fixer également des montants et des plafonds pour que tout le monde participe. Le maire de la commune de Kermassa Sud, Mohamed Bilal Diatta, est interpellé par les habitants de Médinatoul Mounawara Est. Outre le défaut d'assainissement, leur quartier souffre également d'absence d'infrastructures sociales de base. Aminata Bakr Massar, Radio Futurs Médias. Ngalen, c'est un village à cheval sur la commune de Ngoundiane et celle de Tasset dans le département de Thiès. Les habitants de plusieurs villages regroupés au sein d'un collectif ont marché pour manifester leur colère. La principale route qui relie leur village à Ngoundiane a été fermée par une carrière d'exploitation de basalte. En plus, les populations dénoncent la pollution qui sévit dans le village. Reportage de Cheikh Anta Diop. Ce collectif regroupe les habitants des villages de Ngalen, Kounoun, Gelor, Ngolar. Ils ont marché pour protester contre la fermeture de la route qui mène vers Ngalen par une société d'exploitation de basalte implantée à quelques encablures du village. Babacar Sen, le président du comité de défense des intérêts de Mbousnakh et environ. De manière unilatérale, on s'est levé un jour et on a constaté que la compagnie générale de carrière communément appelée Kojeka a unilatéralement barré la route qui permettait aux populations de Ngalen, aux populations de Mbousnakh et environ de pouvoir relier leur village à la route nationale. Ça, c'est une entrave grave à la violation d'aller et revenir. À ces populations, les véritables impactés même de ces projets de carrière, même les populations de Ndiaga, parce que cette route-là va jusqu'à Ndiaganyao. Selon toujours leur porte-parole Babacar Sen, l'exploitation se fait ici à Ngalen, mais le constat est que les populations les plus impactées ne bénéficient pas de ces retombées. La carrière ne fait rien pour nous, rien davantage pour nous. Et nous souffrons. Tout ce que nous avons, c'est la pollution. Et pendant ce temps-là, il y a des milliards qu'ils récoltent ici. C'est dommage, vous voyez comment nous souffrons. Pour mettre un terme à cette situation désastreuse, les populations d'Ngalen, Mbousnakh et environ demandent aux autorités administratives de Thiès de descendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité politique. Le directeur de cabinet du maire de Dakar dénonce la mise sous état de siège de l'institution avec une forte présence des forces de l'ordre à l'intérieur. Moussa Taye interpelle le ministre de l'Intérieur et l'invite à mettre fin à cette situation. Je vous propose de l'entendre. Je suis venu, je suis entré tranquillement. Mais ce qui est étonnant, c'est que la porte principale qui est toujours ouverte a été fermée sous contrôle de la police. Également, à l'intérieur de l'hôtel de ville, les policiers sont parqués à l'intérieur avec des véhicules de police. Même dans la salle de délibération du conseil municipal, les policiers sont assis là-bas. Alors j'ai dit à mes collaborateurs qu'on ne peut pas travailler dans un environnement policier. D'autant plus que nous ne sommes ni en état d'urgence, ni en état de siège. Encore moins en crise institutionnelle. La ville fonctionne normalement, correctement. La police n'a rien à faire dans l'enceinte de l'hôtel de ville, en contrôlant les travailleurs et les usagers. C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur. Parce que depuis que cette situation existe, il n'y a aucune autorité qui ose assumer l'avoir pris. Personne ne dit qui est à l'origine de la mesure. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de l'Intérieur lui-même d'assumer ses responsabilités et de nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles on note ce blocus de l'hôtel de ville. Révocation de Barthélémy Diaz, la mairie de Louga s'invite dans le débat. Ismaël Mbengue Fall, adjoint au maire de Louga, estime que l'affaire a été politisée. Il invite tous les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité afin de maintenir la paix et la cohésion sociale. Voici au micro de Nafissatou Ndiaye. C'est un problème juridique, un problème qui se pose à tous les Sénégalais. Il y a des juges qui disent que c'est tout à fait normal et certainement ils sont du pouvoir. Moi je trouve qu'il fallait être élégant. D'abord il fallait laisser à Barthélémy terminer son mandat. Parce que c'est la justice qui a permis le Conseil constitutionnel d'être candidat à une élection. Il a réussi à être député. On l'a révoqué de l'Assemblée. On retrouve encore pour une mairie qu'il dirige depuis 2 ou 3 ans parce qu'il est le maire de Dakar. C'est pas un mandat qui date de cette année. On peut plus le laisser, n'est-ce pas, continuer jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de son mandat. Donc il fallait faire preuve de beaucoup plus d'élégance. Permettre à Barthélémy effectivement de gérer cette mairie-là, surtout qu'il a un bilan et effectivement et que maintenant
dans 2 ans, dans 2027, il y aura de nouvelles élections, les populations vont trancher et je crois que ce verdict-là serait un verdict beaucoup plus légitime, beaucoup plus que celui qu'on donne, qui a un peu des relents de combat, qui disent effectivement qu'aujourd'hui, les gens en tout cas n'ont pas utilisé, ont politisé le droit ou la justice pour effectivement éliminer un candidat qui se trouve être Barthélémy Dias. Et puis, puisque le budget de la ville a connu une baisse drastique, il s'élève à un peu moins de 5 milliards contre 6 milliards 840 millions de francs CFA l'année précédente. Cette baisse fait suite à l'arrêté interministériel portant répartition de la CEL valeur ajoutée, attribuant à la ville 17 millions de francs CFA seulement. Omar Cissé déclare que la mairie de ville n'est plus viable financièrement et les nouvelles autorités doivent supprimer cette mesure. Écoutons Omar Cissé au micro d'Abdou Diouf Diagne. Les conséquences, c'est ça, c'est que la ville de Rufisque n'est pas viable financièrement. La ville n'est pas viable quand elle paye 60% de ses recettes ordinaires en salaire. La ville n'est pas viable si elle est obligée d'interrompre tous ses programmes. La ville n'est pas viable si elle ne peut que payer ses dettes. La ville n'est pas viable. Les conséquences, c'est ça. Elle n'est pas viable. Pourquoi? Le budget qui a été voté là en 2025, c'est moins 2 milliards. Ça veut dire que le budget de l'année passée, on enlève 2 milliards. Ça veut dire un budget qui servira à quoi? Payer des salaires et non dettes. Moi, je ne me sens pas dans la peau d'un mec qui passe son temps à payer des salaires et dettes. Donc, c'est pourquoi on se dit que quel cachet, ça n'a pas de sens. Cette lancée que la ville avait. J'ai même vu dans la note, dans le communiqué sorti par le ministère des collectivités territoriales, dire que certaines villes avaient des déficits structurels qui n'étaient pas liés avec la CEL. Ce n'est pas notre cas. En 2021, 350 millions de déficit. 2022, 100 millions. 100 plus 350 millions, tous effacés en 2023. En 2024, oui, au moment où je parle, je n'avais pas de déficit en 2023, mais au moment où je parle, je suis à 380 millions de déficit. Du fait uniquement que si on m'avait averti à temps, peut-être que certains travaux, je ne les aurais pas engagés. J'ai quand même écrit au ministre des collectivités territoriales et au ministre des Finances. C'était pour attirer leur attention sur cette selle. Parce que la loi qui a été conçue en 2019 n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne loi. C'est pourquoi je dis quelles sont les solutions. Il faut que nous disions bonne loi bonne. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Fama Dione, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Les 3 pays membres de l'AES contre le délai fixé par la CEDEAO pour leur rétraction. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rejeté dimanche le délai de 6 mois préalable à leur retrait définitif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous dit Harisila. Dans un communiqué, les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel ont rejeté les délais de rétractation de 6 mois accordés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avant leur retrait définitif. Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, l'organisation régionale a annoncé un délai de rétractation de 6 mois pour que les 3 pays puissent revenir sur leurs décisions après la date de leur départ officiel, fin janvier 2025. Il s'agira d'une période de transition qui durera jusqu'au 29 juillet 2025 afin de, je cite, maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays selon le président de la commission de la CEDEAO. Mais selon le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, cette décision n'est, je cite, qu'une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Fin de citation. Ils avaient déjà annoncé avant le sommet que leur décision de quitter l'organisation était, entre guillemets, irréversible. Le communiqué signé du chef de la junte malienne Assimi Goïta dénonce également, je cite, des manœuvres de déstabilisation initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers. Fin de citation. Au sein de la CEDEAO. Oui, Suleiman. Oui, on passe aux tensions entre le Niger et le Nigeria qui se poursuivent. La tension reste vive entre Niamey et Abuja. Les 2 pays s'accusent mutuellement. Kalsoumli. Le torchon brûle entre les 2 pays, constate Afrique.com. Les relations déjà fragiles entre ces 2 pays voisins ouest-africains s'enveniment davantage après les accusations portées par le Niger. Celui-ci reproche au Nigeria de servir de base arrière pour des actions visant à déstabiliser son gouvernement. En clair, le Nigeria abriterait des bases françaises, allégation fermement démentie par Abuja. Déjà, il y a 10 jours, une attaque qui avait ciblé l'oléoduc
Niger, Bénin avaient mis le feu aux poudres. La télévision publique nigérienne avait alors pointé du doigt le Nigeria, dont les autorités ont démenti toute implication. Les deux pays sont confrontés à de nombreux défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Une coopération étroite est donc essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région, estiment nos confrères de Afrique.com. Guinness World Record, une Ivoirienne s'illustre. Une jeune cuisinière ivoirienne pleine d'ambition et de talent, prête à conquérir le monde culinaire. Elle a cuisiné pendant 120 heures, surpassant ainsi le précédent record détenu par un Irlandais, Sodecham. La chef ivoirienne Zeinab Bansé s'est lancée depuis mardi 17 décembre dans un défi hors norme, battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine avec environ 15 000 plats préparés pour des familles dans le besoin et seulement 5 minutes de pause par heure. Avec ce record, elle pourrait devenir la nouvelle championne mondiale de ce défi culinaire. Elle dépasse ainsi le record mondial précédemment établi à 119 heures et 57 minutes. Elle a cependant décidé d'arrêter ce lundi 23 décembre 2024 à 6h30 son marathon culinaire suite à un problème avec sa main droite. Elle devra attendre la validation de la Guinness World Record pour espérer battre l'Irlandais Alan Fisher qui détient le record avec 119h57 réalisé en octobre 2023. Durant ce marathon, Zeinab prépare des plats ivoiriens et africains qui sont ensuite distribués dans des centres sociaux et des hôpitaux. Une dégustation est également offerte au public rassemblé autour de cette jeune chef dont la détermination inspire une véritable ferveur nationale. Merci Sodecham. Pour terminer, le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été promu maréchal ce week-end lors d'une cérémonie officielle. Il obtient donc les mêmes galons que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays. L'actuel président est la deuxième personne au Tchad après son père à recevoir cap, sabre et bâton, les attributs de maréchal. Mahamat Idriss Déby Itno a été élevé à la dignité de maréchal pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires importées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon les autorités tchadiennes. Souleymane. Merci, Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'intense activité à l'Assemblée nationale en cette fin d'année 2024 avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko prévue le 27 décembre et l'examen en cours du projet de loi de finances initiale 2025 sans compter la plénière sur la LFR 2024 demain mardi. Avec nos deux intervenants du jour, nous verrons les combinaisons et les hypothèses possibles d'ici au 31 décembre à l'hémicycle. RFM Sport. Minute, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Karaté, le président de la fédération évoque les difficultés de la discipline. Beaucoup de difficultés qui empêchent le développement correct et harmonieux de la discipline, donc de la pratique du karaté au niveau national. Le président Mohamed Mokhtar Diop, qui a présidé un festival international de karaté qui a eu lieu ce week-end à Louga, un festival qui a regroupé 350 combattants venus du Sénégal, de la Mauritanie et de la France, a servi de tribune pour les acteurs de cette discipline pour faire le point sur les difficultés auxquelles ils font face, mais également des pistes de solutions ont été tracées afin de sortir la discipline de ces moments de perturbation et également pour mettre en place des schémas qui permettraient le développement harmonieux de la pratique du karaté au niveau des petites catégories, des catégories intermédiaires, mais également au niveau des catégories seniors pour également avoir la passerelle afin d'avoir des combattants capables d'aller défendre dignement les couleurs du Sénégal en Afrique et à travers le monde. Le président Mohamed Mokhtar Diop
qui s'est entretenu avec Nafissa Tundiaï. Nous l'entendrons dans les prochaines éditions puisque l'élément n'est pas encore en place. Le Giraffe de Dakar défie le leader du championnat à 16h45, c'est du football. On parle de football, la Ligue 1 sénégalaise pour clore cette 9e journée qui a démarré ce week-end. Le Giraffe, actuellement 6e au classement avec 2 matchs en retard, défie le leader de cette Ligue 1 sénégalaise, l'équipe de l'US Gorée. Sode Thiam s'est entretenu avec les entraîneurs des deux équipes sur l'enjeu de la rencontre. Le représentant du Sénégal à la Coupe CAF, le Giraffe de Dakar, défie le leader de la Ligue 1 sénégalaise, l'US Gorée, ce lundi. Un choc, nous dit l'entraîneur du club de la Médina, Malik Daf. Connaissant l'équipe goréenne, c'est un adversaire très coriace, très costaud. Connaissant son entraîneur, un entraîneur rigoureux, allemand, qui fait du bon boulot. Je l'encourage, je le félicite de passage, mais je dis que ça va être un bon match. Mais il n'y aura pas aucune pression. Je pense que, comme toujours, nous allons jouer pour essayer de gagner. Quand vous avez des ambitions pour essayer de gagner des trophées, donc il faut essayer de gagner les meilleurs. Donc la pression sera très positive. Nous allons libérer les gosses. En tout cas, nous essaierons de faire tout notre possible pour essayer de gagner ce match. Ça, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, Inch'Allah. À la tête du classement de la Ligue 1 sénégalaise depuis la 6e journée, l'US Gorée veut consolider son fauteuil de leader, souligne l'entraîneur des insulaires, Ali Mal. Nous allons jouer un match difficile parce que Giraffe joue la Coupe d'Afrique. C'est une bonne équipe. Nous nous attendons à un match très difficile. Comme toujours, les Giraffe Gorée sont très difficiles à jouer. Mais nous voulons avoir un résultat positif. Vu que le Giraffe aussi a 2 matchs en retard, donc avoir un résultat négatif ne sera pas bon pour nous. Si nous voulons rester leader, il faut que nous gagnions au moins le match ou bien que nous fassions un match nul. Le club de la Médina vise aussi la première place puisque le Giraffe de Dakar a 2 matchs en retard à jouer. Peut-être sur les matchs en retard, on reste à côté, mais on est focus sur notre match en sachant que nous allons jouer contre le leader qui a 5 points de nous. Il faut essayer de gagner pour l'amener à 2 points, ensuite jouer les 2 matchs en retard, c'est ça le plus important. Mais comme on dit, ce ne sera pas facile parce qu'en face, il y aura un adversaire redoutable. La rencontre US Gorée Giraffe est prévue à 16h45 au stade Djageli Bakayoro. Hier, l'AS Pikine a battu Teungueth FC par 1-0. La Linguère de Saint-Louis, Souleymane qui signe une victoire importante devant les HLM de Dakar, 2-1 qui permet à la Linguère de Saint-Louis de s'extirper de la zone rouge. Le Casa Sport qui plonge dans les bas-fonds de cette Ligue 1 après sa défaite devant Diamono ce week-end. Au classement, Gorée est leader avec 17 points, Walidan 2e, Dakar Sacré-Cœur 3e. En bas de tableau, Diamono Fatick et le Casa Sport ferment la marche, Souleymane. Merci, Manel Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le général Moussa Fall sous la menace d'une arrestation. Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont-ils franchir le pas? Le nouveau régime va-t-il arrêter l'ex-patron de la gendarmerie nationale? L'observateur est formel ce matin. Le général Fall fait l'objet d'une double plainte devant le procureur de la République. On l'accuse de kidnapping, de harcèlement et de torture. Le journal a recueilli les terribles accusations de l'officier de gendarmerie Ibrahima Diamé, ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle. Son séjour au Cap Manuel, dans la même chambre que Bassirou Diomaye Faye à Rebeuss, évoqué par le confrère. Son arrestation musclée en Casamance et les dures conditions de son transfert à Dakar. Pendant ce temps, Direct News relève que Diomaye Faye répare une injustice. Le colonel Abdelaziz Daou a été élevé au rang de grand officier de l'ordre du mérite. La politique à présent et les élections locales prochaines, le quotidien avertit ce matin, l'opposition PASTEF devrait bientôt les anticiper. Mon confrère nous dit que comme les dernières législatives, Bassirou a consulté déjà les 5 sages du Conseil constitutionnel qui lui auraient donné son avis favorable. Le confrère de demander pourquoi Bassirou Diomaye a gardé alors l'information comme il a fait durant les législatives. Diomaye hésiterait-il à anticiper les locales en 2025 ou tenterait-il de surprendre l'opposition? Se demande encore la publication. L'opposition justement avec Barthélémy Diaz qui fait feu de tout bois, il tire ce matin sur le président du comité national olympique CIO, le président Mamadou Yaya Ndiaye et compagnie. C'est sur l'organisation des JOJ Dakar 2026. Barthélémy se querelle pour l'héritage et réclame la part de Dakar quand ça Vox Populi lit tout. Ils ont 80 milliards de francs CFA mais disent qu'ils n'ont rien à construire et de se demander où se trouve bien sûr l'héritage pour la ville de Dakar. Barthélémy de rappeler à Yaya sa vérité
vérité. Si la mairie de Dakar n'avait pas signé, n'avait pas candidaté, il n'y aurait pas eu de Jeux olympiques de la jeunesse. Même si je ne suis pas là, vous devez vous battre, a-t-il confié encore à ses collaborateurs. Le journal Les Échos, lui aussi, est revenu sur les déclarations de Barthélémy Dias qui n'a pas été tendre avec Diagne Ndiaye, qui l'accuse de tirer les ficelles. Ces gens-là, dit-il à la limite, m'ont ciré les baskets pour jouer le jeu. Un jeu double, relève encore Barthélémy Dias. Bala Diagne, un membre du comité d'organisation des JOJ, dément dans le même journal, il botte en touche et déballe sur Barthélémy Dias. Barthélémy Dias, toujours dans les journaux, cette fois-ci, il fait la une pour son accrochage avec un élu de PASTEF. C'était à Saly au cours du week-end dernier, au cours de la retraite organisée justement par le Conseil des élus de Dakar. Vox Populi informe ce matin que le pastéfien Papalou Ndiaye s'est opposé à sa présence illégale. Moussa Taï, lui, minimise, il parle d'incident mineur. Va-t-on vers un incident entre le nouveau régime et le patronat de la Chambre de commerce de Dakar? Enquête informe ce matin que le nouveau régime a arrêté ses subventions. L'État a donné 100 millions de francs CFA jusque-là. Voyages, avantages, privilèges et influence, c'est ce qui fait courir les patrons. Le journal note qu'on va vers une semaine décisive dans la guerre entre Serigne Mboup et Abdoulaye Sow. Ça craint aussi pour la dégradation du niveau de vie des Sénégalais. Les ménages, ça pourrait être plus dur encore, relève Walfadri. À la une du journal Le Quotidien, Assemblée nationale vers l'adoption de la loi des finances 2025. En vote sans débat, les députés n'ont que 96 heures pour approuver les budgets des 25 ministères et services attachés. L'idée d'une motion de confiance par le Premier ministre agité relève encore le confrère. Dans le journal Sud Quotidien se focus sur l'éducation. Quand les écoles privées saignent, les parents d'élèves, frais d'inscription, scolarité, achat de fournitures, contribution à des fêtes, tout y passe. On ne se prive pas de taper sur le portefeuille des parents. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans ce point de vue, dernier numéro de l'année 2024, puisqu'à partir de demain, nous entamerons notre série de rétrospectives en lieu et place de ce mini-débat à la suite du journal. Nous parlons aujourd'hui de l'Assemblée nationale et de la forte activité notée actuellement à l'hémicycle avec dès demain la plénière sur la loi de finances rectificative de 2024 suivie 2 jours plus tard par la déclaration de politique générale du Premier ministre et l'examen du projet de loi de finances initiale pour l'année 2025. Que peut-il se passer d'ici le 31 décembre? Pour en parler, nous avons 2 experts en la matière. M. Babacar Gaye, ancien député et président de groupe parlementaire, spécialiste du droit parlementaire. Babacar Gaye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Théodore Chérif Monteil, ancien député également, spécialiste du droit parlementaire. Chérif Monteil, bonjour. Bonjour Souleymane, je ne suis pas spécialiste du droit parlementaire, je suis juste un ancien député. Bonjour Babacar. C'est bien noté, alors très bien. Mais je commence avec vous justement. La question qui se pose, on l'a vu dans la presse d'aujourd'hui, pourra-t-on adopter le budget 2025, la loi des finances initiale 2025, sans passer par l'engagement, enfin la 86.6 de la Constitution, l'engagement de la responsabilité du gouvernement objectivement aujourd'hui avant le 31, sachant qu'il y a d'autres procédures pour faire adopter au-delà du 31. Mais si on veut rester dans les normes, est-il possible objectivement de faire autrement que recourir à la 86.6? Bon, je pense que les députés de la 15e législature nous ont montré que c'est possible. Dès l'instant qu'ils ont pu examiner l'ensemble des budgets des ministères en 7 jours, ils doivent pouvoir faire des plénières en 7 jours. C'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que la faiblesse de nos institutions est telle qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut faire tout ce qu'on veut. Je pense qu'un budget, c'est quand même quelque chose de sérieux. Dire qu'on vote un budget sans débat, ça heurte le sens, parce que je considère que quand on présente une loi à une Assemblée nationale,
c'est pour que ce soit examiné. D'ailleurs, c'est le mot consacré, c'est pour que ce soit lu, décortiqué, analysé, avant d'être adopté. On ne peut pas demander à des députés de voter le budget du Sénégal sans débat, sans l'examiner, sans regarder ce qu'il y a dedans. D'autant plus qu'aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Parce que là, aujourd'hui, on est en train d'examiner la loi de finances rectificative, alors qu'on a déjà adopté la loi de finances initiale 2025 en commission des finances et du contrôle budgétaire. Je pense que vraiment, on est tombé très très bas dans nos procédures parlementaires et qu'il faudra qu'on revienne à nos fondamentaux. N'est-ce pas? Babacar Gueye, Théodore Chérif Monteil parle d'une semaine. En vérité, si on enlève la journée de demain, la plénière sur la LFR et la journée qui sera consacrée à la déclaration de politique générale, y compris d'ailleurs le férié, je ne sais pas si l'Assemblée nationale en cette période travaille les jours fériés, c'est-à-dire le 25 décembre, il ne reste plus que 4 jours. Est-ce qu'objectivement, on pourrait examiner normalement les budgets des différents ministères en plénière? Et sinon, objectivement et techniquement, comment pourrait se passer la mise en œuvre de l'article 86 alinéa 6 de la Constitution, d'après vous? Oui, Suleiman, je voudrais d'abord saluer mon frère Monteil, même s'il s'en défend, est quand même quelqu'un qui a une expertise en matière de droit parlementaire pour s'y être intéressé quand il était député et aussi en rapport avec ses connaissances juridiques. Sous ce rapport, je prête beaucoup d'attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit aussi. Et c'est pourquoi la question que vous posez mérite une réflexion, d'autant que vous avez utilisé un terme important, c'est normalement. Normalement, c'est en fonction des normes. Or, l'examen du budget de l'année, la loi de finances de l'année, souvent on a l'habitude de dire de manière triviale la loi de finances initiale, mais en réalité, juridiquement, on doit parler de la loi de finances de l'année. On l'a fait en commission sans respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui voudrait que les membres des commissions puissent être informés de la tenue donc des séances avec des délais qui sont des délais quand même imprescriptibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas durant l'examen de cette loi de finances en commission. Au demeurant, il est difficile aujourd'hui d'examiner, de voter et d'adopter chaque mot à sa signification la loi de finances de l'année avant le 31 janvier, avant le 31 décembre. D'autant que la première comme ça a été souligné tout à l'heure par mon collègue Monteil, on a mis la charrue avant les bœufs parce qu'on ne peut pas faire un rapport, ce rapport de présentation de la loi de finances, j'allais dire les motifs, si on n'a pas une LFR, je veux dire si on n'a pas une loi antérieure sur la base de laquelle on doit élaborer une nouvelle loi en tenant compte des résultats obtenus, mais aussi en tenant compte des difficultés rencontrées dans son exécution. Le gouvernement ne l'a pas fait. Ils ont commencé à examiner en commission la loi des finances de l'année. Au cours de leurs activités, ils entament l'examen de la loi des finances rectificative. Je pense qu'il y a un hiatus déjà. Toutes choses étant égales par ailleurs, le gouvernement risque, de mon point de vue, de tomber dans des travers qui ne sont pas acceptables dans un état de droit. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'usage de l'article 86, sixième point, je vais dire, ou sixième alinéa pour être plus exact, pose problème à l'état actuel des choses, d'autant que le Premier ministre qui devrait engager la responsabilité du gouvernement devrait le faire d'abord en Conseil des ministres avant de pouvoir l'exécuter. Qui plus est, il sera très difficile, et c'est même exclu, que pendant une déclaration de politique générale qui est encadrée par la loi et par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le débat est obligatoire lors d'une DPG. Or, l'article 86.6 permet quand même au gouvernement, je l'ai dit au Premier ministre, s'il engage sa responsabilité, de pouvoir adopter le texte sans débat. Ça, c'est une disposition légale
qui peut être mise en œuvre. Le seul souci que j'ai est la concomitance entre la DPG, qui doit se tenir avec ces normes, et une mise en responsabilité du gouvernement par l'article 86, sixièmement, ce qui suppose qu'il n'y aurait pas de débat, ce qui serait une entorse. Encore que le Premier ministre n'a pas, de mon point de vue, en tout cas, je n'ai pas été informé lors du dernier Conseil des ministres, qu'il ait décidé d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale pour l'adoption de la loi de finances de l'année. Donc, nous sommes dans des situations, j'allais dire, d'illégalité, d'autant que même si je ne me trompe, le Premier ministre a informé le Conseil de la saisine de l'Assemblée nationale par le président de la République le 18. Quand est-ce que le président l'a fait? En tout cas, je n'ai pas vu, moi, une lettre, comme c'était le cas au mois de septembre, émanant du président de la République pour informer l'Assemblée nationale que le Premier ministre doit faire une déclaration de politique générale. Si c'est la date du 18 qui est retenue, ils vont dépasser largement le 27, parce que, vous le savez, en droit administratif, et en ces matières, le GESECO et le GESECOM ne comptent pas. C'est-à-dire, si c'est adopté le 18, il faut commencer à compter le 19, et la date du 27 ne peut pas compter. Et pour respecter les 8 jours, on sera obligé de nous reporter à la date du 28-29. Voilà, donc... Que reste-t-il, ayant dit tout cela, ne reste-t-il plus qu'une seule option, c'est que, justement, on sorte de la normalité et que l'examen du budget enjambe la date du 31 décembre et entre dans l'année 2025? Vous savez, il n'est pas on me dira que la normalité, c'est les procédures qui sont utilisées. Nous risquons d'avoir une loi adoptée de manière anormale. Il y a des règles, il y a des procédures aussi qui sont laissées aux parlementaires pour remettre en cause un texte qui a été adopté sans respecter la loi. Et je pense que le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, ne va pas se déclarer incompétent parce que simplement c'est prévu aujourd'hui que c'est une loi qui a été votée et s'il est déféré devant le Conseil constitutionnel, forcément cette loi ne peut pas être promulguée avant le 31 décembre et cela va nous amener au mois à janvier 2025. En tout état de cause, la Constitution a déjà réglé ces questions-là. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ne pas avoir un budget à la fin de l'année en cours. Parce qu'en France, aujourd'hui, ils n'auront pas de budget le 31 décembre. Ils vont reporter l'examen du budget 2025. Et il y a des mécanismes qui sont prévus par la Constitution et par la loi organique portant sur les lois de finances. Et cela permettrait au gouvernement de pouvoir continuer à faire fonctionner l'État avec les crédits qui avaient été votés et qui étaient prévus dans le budget de 2024. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait nous arrêter à utiliser encore des arguties pour coûte que coûte voter un budget le 25 avant le 31 décembre alors que rien ne nous y oblige. Je veux dire, il n'y a pas de honte à ne pas avoir de budget. Il faut continuer à respecter la loi et je ne pense pas que le gouvernement actuel est dans les dispositions de s'inscrire dans cette dynamique-là. En tout cas, ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent concernant la loi de finances rectificative, concernant la loi de finances de l'année, concernant la saisine de l'Assemblée nationale, concernant l'inexistence d'un DOB, j'estime que forcément on s'attend à tout. Et c'est des passages en force, peut-être que c'est aussi une technique, en tout cas une culture des vainqueurs en tout début d'exercice de leur magistère. On reviendra à vous dans un instant pour une lecture politique stricto sensu par rapport aux événements qui vont intervenir dans les prochains jours. Théodore Chérif Monteil, restons sur les questions techniques. Est-il possible dès demain que le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement s'il devait se présenter devant l'Assemblée nationale pour la LFR? La LFR, c'est plutôt le ministre des Finances et du Budget. Mais pensez-vous que le 27, il puisse déjà engager la responsabilité de son gouvernement sur la loi de finances de l'année 2025, même s'il s'agit d'une session plénière sur la déclaration de politique générale, pour laquelle également il peut engager la responsabilité de son gouvernement. En résumé, est-ce qu'il peut faire d'une pierre deux coups? Bon, écoutez, comme le dit le doyen Babacar Gueye, c'est quelque chose qui serait étonnant. Mais moi, personnellement, rien ne va plus me surprendre venant de ce gouvernement, parce que depuis le début, ils nous ont habitués à violer allègrement la loi
sans se poser aucune question. J'ai l'impression que la loi ne les intéresse pas, qu'ils veulent juste avancer, que ce soit par la force ou par la ruse, quelles que soient les méthodes utilisées. En tout cas, ça ne me surprendrait pas que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement en pleine DPG. Maintenant, ce qui m'amène à la question politique. Quelle réaction anticipez-vous si cela devait arriver de la part de l'opposition? Quels sont les recours, entre guillemets, possibles pour l'opposition à ce moment-là? Et anticipez-vous quelques réactions, justement, du groupe parlementaire de l'opposition et des députés non inscrits à ce moment-là? L'opposition ne pourra que s'inscrire dans la légalité, parce que ce qui leur est offert, c'est qu'ils puissent recourir au Conseil constitutionnel pour contester une loi, justement, qui a été votée en dehors de la légalité. Parce que déjà, le dépôt de la loi de finances n'a pas été respecté, parce que la Constitution sénégalaise dit clairement que à la convocation à l'ouverture le premier jour de l'ouverture de la session ordinaire, la loi de finances doit être présente sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été respecté. Le délai de lecture de 10 jours n'a pas été respecté. La convocation des commissions n'a pas été respectée. Rien n'a été respecté dans la procédure d'adoption. De plus, je dis, de façon, en réalité, c'est une question de logique. On ne peut pas accepter qu'une prévision se fasse sur la base d'une autre prévision. Vous savez, on a fait une prévision pour 2024. En cours de 2024, on dit qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues. On a une loi de finances rectificative, c'est ça la réalité. Et sur la base de la réalité, on fait une nouvelle projection sur 2025. On ne peut pas adopter une loi sur 2025, une loi de finances pour 2025, sans avoir auparavant examiné la loi de finances rectificative, sans nous dire, voilà, c'est... Théodore Chérif Monteil, nous avons perdu la liaison, mais nous avons compris l'essentiel. Alors, dernière question avec M. Babacar Gaye, ancien député et président du groupe parlementaire, spécialiste du droit parlementaire. Mais question strictement politique. Tout ce qui se passe là est possible parce que PASTEF a pu quand même avoir une majorité extrêmement confortable à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que l'opposition parlementaire dispose encore d'une petite marge de manœuvre pour faire quelque chose? Si oui, quoi précisément? Mais Souleymane, ce n'est pas parce qu'on a une majorité très large à l'Assemblée nationale qu'on doit enfreindre la loi. Macky Sall a eu des majorités très confortables à l'Assemblée nationale après donc la première alternance démocratique. Pour autant, les règles qui sont fixées par la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale et la loi organique portant loi de finances ont été quand même respectées. Je pense que c'est une attitude aujourd'hui inédite que nous impose justement ce gouvernement en continuant à enfreindre la loi. Théodore l'a rappelé tout à l'heure, je ne voulais pas insister là-dessus, mais c'est des motifs d'annulation de la loi. D'abord, que la loi n'ait pas été déposée dans les délais fixés par la Constitution. Deuxièmement, que les procédures d'examen de cette loi n'ont pas été respectées, donc les 10 jours qui permettent aux députés de lire et de comprendre le contenu des textes. Et troisièmement, les procédures de convocation donc des commissions permanentes. Toutes choses étant égales par ailleurs, j'estime que le Premier ministre ne devrait pas se hasarder à vouloir utiliser à la fois la DPG pour engager sa responsabilité dans une loi de finances. Les deux sont possibles. On peut engager sa responsabilité après la DPG. Ça n'a rien à voir avec ce qui est prévu à l'article 86.6, c'est le 86e alinéa, où il s'agit de l'examen d'une loi de finances, d'une loi à caractère financier. Et sous ce rapport, il y a des procédures qui sont distinctes. Ici, le Premier ministre, après avoir informé le Conseil des ministres,
peut engager sa responsabilité du gouvernement lors de l'examen de la loi des finances. Il ne l'a pas fait parce que lors du dernier conseil des ministres, je n'ai vu nulle part où une décision dans ce sens a été prise. Il a juste rappelé et informé que le président de la République a envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour la DPG. Il n'a pas été question à ce niveau de ce qu'on appelle la mise de la responsabilité du gouvernement. Et sous ce rapport, vouloir le faire le jour de la déclaration du politique général serait irrégulier de mon point de vue. Deuxièmement, la DPG est organisée par le règlement de l'Assemblée nationale. Forcément, il y a un débat parce que la DPG est suivie de débat. C'est comme ça que dit la loi. Or, quand il s'agit de la mise de la responsabilité du gouvernement, quand le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement, en ce moment, il n'y aura pas de débat et le texte est adopté, sauf, comme on le dit, il y a une motion de censure qui serait donc présentée dans les 24 heures. Donc voilà à peu près l'embryo juridique dans lequel nous nous trouvons. Nous serons le 27 décembre ce jour-là et nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et je ne vois pas comment ce texte pourrait être adopté et promulgué. C'est ça qui est important. Parce qu'il suffit que le groupe parlementaire de la majorité conserve les 6 jours de délai d'attente et nous serons au mois de janvier 2025 avant d'ententer un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi est encadré par des délais avant de donner sa décision sur le contentieux né de la manière dont cette loi a été adoptée. Donc forcément, nous serons au mois de janvier. Donc politiquement, l'opposition, même si elle est faible à l'Assemblée nationale, a des moyens juridiques de contraindre le gouvernement à aller à janvier 2025. J'aurais été à la place, en tout cas, du président du groupe parlementaire, comme tu le dis, Takwalou, j'aurais introduit un recours contre la loi qui serait adoptée dans tous les cas de figure pour essayer de faire gagner du temps à l'opposition qui n'a pas les moyens aujourd'hui politiques de faire face à cette majorité écrasante de l'opposition. Merci pour toutes ces lumières, Babacar Gaye et Théodore Chérif Montey. Je vous souhaite une excellente fin d'année et de belles fêtes à tous les deux et à vos familles. C'est la fin de cette édition à 12h53 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Oumou Kalsoumli, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production. Il y avait Alioune Ba et Amadi Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof.